La séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 4 octobre 2021 est ouverte. Il est 19 heures. Alors, je vous cède la parole, Monsieur le maire, pour le mot des élus. Merci beaucoup. Donc, bonsoir et bienvenue à la séance virtuelle du Conseil d'arrondissement du lundi 4 octobre 2021, la dernière assemblée avant l'élection municipale. Donc, c'est donc avec beaucoup d'émotion que je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée le 6 août 2019. À remercier aussi mes collègues élus pour leur accueil et leur appui, ainsi que toute l'équipe de direction de l'arrondissement pour leur engagement, leur professionnalisme et leur disponibilité de tous les instants. C'est un grand honneur pour moi de représenter les citoyennes et les citoyens du plateau. Comme vous le savez probablement, j'ai annoncé que je sollicitais de votre part un nouveau mandat en vue de l'élection du 7 novembre. Et je profite de l'occasion pour saluer et souhaiter une bonne campagne à la mairie du Plateau, à M. Daniel Vasquez, qui se présente avec Mouvement Montréal, et à M. Chant Karabadjak, qui se présente avec Ensemble Montréal. Donc, je vous souhaite, messieurs, une bonne campagne. Je souhaite également souligner le départ ce soir de M. Richard Ryan, qui aura été conseiller dans le Myland pendant 3 mandats, donc 12 ans, et qui a annoncé qu'il ne posait pas sa candidature en vue des prochaines élections. Je le remercie pour son engagement profond et constant pendant toutes ces années au service des citoyennes et des citoyens de son district, du Myland, du Plateau, mais aussi beaucoup plus largement sur les questions de logement social et abordable et de protection des ateliers d'artistes à Montréal et dans le Plateau, bien sûr. Merci, Richard. Tu peux être fier de ce que tu as accompli pour la collectivité. Tous les autres élus sont candidats à la prochaine élection et on leur sort entre vos mains. Je salue ma collègue Josefina Blanco, qui a choisi de poser sa candidature comme conseillère de ville dans l'arrondissement voisin de Rosemont-Petite-Patrie. Je souhaite bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats indépendants ou membres de partis politiques et je les remercie de s'engager dans le plateau, de soumettre des idées et des propositions au débat public, ce qui permettra aux citoyennes et aux citoyens d'avoir le choix entre différentes visions d'avenir pour le plateau et pour Montréal. Donc, octobre, c'est le mois de l'héritage latino-américain et il représente une occasion de souligner l'apport culturel, social, politique et économique de la communauté latino-américaine montréalaise. Vous aurez l'occasion de participer à plusieurs événements tout au long du mois d'octobre. Je vous invite à consulter le site web du mois de l'héritage latino-américain afin de prendre connaissance des différentes activités prévues. Et peut-être que Josefina vous en dira un peu plus long lors de son tour de parole. Parlons maintenant d'itinérance dans le plateau, particulièrement de la situation critique dans le quartier Milton Park. Comme vous le savez, puisque j'en parle à chaque séance du conseil d'arrondissement, l'arrondissement a posé plusieurs gestes au fil des derniers mois pour tenter d'améliorer la situation. Mais j'ai aussi interpellé tous les paliers de gouvernement afin qu'ils nous viennent en aide. À cet effet, j'ai pu compter sur l'appui de ma collègue Nathalie Goulet, du comité exécutif de la Ville, et de la mairesse Valérie Plante. Nos démarches et la mobilisation importante des citoyens du quartier ont finalement porté fruit et je peux vous annoncer qu'aujourd'hui s'est tenue la 2e rencontre en 2 semaines d'une nouvelle cellule de crise dans laquelle le réseau de la santé joue un rôle de premier plan en prenant en charge la coordination de cette cellule qui regroupe des décideurs de toutes les organisations impliquées telles que le CIUS, la Ville de Montréal, l'arrondissement du Plateau, le SPVM, les organismes autochtones, etc. Le réseau de la santé et les intervenants reconnaissent explicitement que, malgré les efforts de chacun, nous sommes dans une situation de crise qui dépasse largement le problème de cohabitation et que la gravité de la situation requiert des leviers stratégiques ayant une portée systémique à court, moyen et long terme, impliquant notamment la prévention d'itinérance, l'accès au logement et une offre de services de santé et de services sociaux culturellement adaptés. Un plan d'action devrait nous être présenté d'ici la fin du mois d'octobre afin de faire face à cette situation exceptionnelle et intenable
autant pour les personnes autochtones dans la rue qui ont besoin d'aide et de services que pour les résidents et les commerçants du quartier qui souhaitent légitimement retrouver une certaine quiétude et un milieu de vie sécuritaire. Soyez assurés que j'accorde personnellement une attention particulière aux travaux de cette cellule et que j'attends impatiemment de prendre connaissance du plan d'action et des ressources qui seront investies afin de faire face à la situation à court, moyen et long terme. Dimanche matin, j'ai participé à la cérémonie d'installation d'un vélo blanc en hommage à Andrea Rovère, qui a perdu la vie au coin des avenues du Mont-Royal et du Parc après avoir été happé par un camionneur. Une cérémonie bouleversante où plusieurs amis d'Andrea ont pris la parole pour parler de lui comme ami, collègue, amoureux, scientifique, musicien, un jeune homme généreux, disponible, joyeux et plus encore. On a parlé de l'humain qui va tous nous manquer. Tout au long, je pensais à ses parents qui ont perdu leur fils, à mes enfants qui auraient pu être à la place d'Andrea ou qui auraient pu avoir perdu leur père, à mon amoureuse, à mes amis, à mes collègues de travail. Une tragédie comme celle-là et celles qui sont arrivées avant sur l'avenue du Parc ou ailleurs nous rappellent l'importance et l'urgence de protéger la vie des personnes les plus vulnérables, celles qui se déplacent parfois à pied ou à vélo et qui n'ont aucune carapace d'acier pour les protéger. Nous avons la responsabilité de leur offrir des aménagements sécuritaires pour qu'ils et elles puissent se déplacer sans craindre pour leur vie. Nous avons le devoir d'humaniser nos grandes artères, aménagées à une autre époque, dans une optique de fluidité plutôt que de sécurité des déplacements. La prochaine fois qu'il y aura un débat public sur les aménagements sécuritaires pour les piétons ou les cyclistes, s'il vous plaît, ayons en tête que nous parlons de la sécurité de personnes, d'êtres humains, et non de statistiques ou d'étiquettes simplistes de piétons ou cyclistes. Une grande partie de la population montréalaise, dont je fais partie, ne rentre pas dans une seule de ces cases car elle se déplace, parfois à pied, parfois à vélo, parfois en transport en commun et parfois en auto. Nous demeurons toujours la même personne humaine avec la même fragilité. À titre d'élu, nous avons le devoir d'assurer la sécurité de toutes et tous, peu importe le mode de déplacement, mais en portant une attention particulière pour les plus fragiles. À très court terme, je vous assure que nous installerons des mesures transitoires afin de sécuriser rapidement l'intersection Mont-Royal et du Parc, que des photoradars seront aussi installés afin de contrôler la vitesse des véhicules et que la piste cyclable de Côte-Sainte-Catherine, sur Côte-Sainte-Catherine, sera connectée avec la piste Rachel. Nous installerons également des mesures transitoires dans les prochains jours à l'intersection de la rue Milton, où 2 personnes ont été tuées en traversant la rue à pied. À plus long terme, l'avenue du Parc sera complètement repensée avec l'annonce récente par la STM d'un réseau structurant de transport collectif qui permettra de sécuriser toutes les intersections et enfin d'humaniser cette avenue qui s'apparente beaucoup trop à une autoroute urbaine. En terminant sur un ton plus léger, j'attire votre attention sur l'ouverture de la cantine du Robin des Bois dans le chalet du Parc La Fontaine, qui vous offre les plats de la chef Amélie Acloc, concoctés de produits frais venant des commerçants du plateau, toujours à prix abordable. Différentes activités seront offertes par le Robin des Bois dans les prochaines semaines, donc je vous invite à les visiter. Si vous passez par là, vous allez remarquer que le nouveau théâtre de verdure devient de plus en plus réel. Nous avons bien hâte au printemps prochain. Là-dessus, je vous souhaite un bon conseil. J'espère avoir la chance de vous retrouver en décembre prochain. Je passe maintenant la parole à Marie-Claude. Merci beaucoup, Monsieur le maire, et puis merci beaucoup aussi à vous toutes et tous, résidents et résidentes du plateau Mont-Royal.
C'était vraiment un honneur là, de vous servir encore une fois dans ce mandat-là. Et tout comme le fait mon collègue, M. Rabouin, je voudrais juste souhaiter une belle campagne électorale aux autres candidats là, qui se présentent avec d'autres partis, que ce soit Mouvement Montréal ou encore Ensemble Montréal. On vous souhaite une belle campagne à vous aussi. Donc, j'aimerais aussi profiter de ces quelques instants pour saluer M. Myland. Richard Ryan. C'est ton dernier conseil, Richard. Puis je voulais juste te remercier d'avoir été là. Tu m'as tellement accueilli à bras ouverts quand j'ai levé la main pour dire Hey, j'ai envie de m'impliquer moi aussi dans mon quartier. Et puis je me souviens de nos premières rencontres où on était au club social, où on discutait ensemble. Tu me parlais des gens du milieu qui on devait rencontrer, quels étaient les enjeux, même si je résidais dans le quartier, je n'avais pas conscience de tous les enjeux. Puis c'est toi qui m'as guidée là-dedans avec beaucoup de générosité et beaucoup de plaisir aussi. Vous ne savez pas, hein, peut-être vous ne le savez pas, mais Richard, c'est un grand danseur. Alors, on discute de plein de choses avec lui, mais en plus, on a le bonheur de pouvoir aller danser et d'évacuer le stress de la semaine et de la journée. Donc, j'espère qu'on va continuer d'aller danser ensemble, Richard, quand cette pandémie-là sera terminée puis qu'on pourra retourner éventuellement faire la rumba. Mais juste te remercier. Je sais que tu restes dans le quartier. Tu ne seras pas loin. Je connais ton adresse, mon torieux. On va sûrement te solliciter au cours des prochaines années. On a besoin de toi. Le quartier, tu es vraiment un phare dans le quartier, puis je t'aime gros. Fait que voilà, je voulais juste en profiter là, devant tout le monde pour te faire ce message. Merci, merci Richard. Puis parlant de, tiens, je trouve qu'il y a une belle suite là parce que je voudrais vous parler de la murale Lassa qui a été inaugurée il n'y a pas très, très longtemps, la semaine dernière. Et puis ça aussi, hein, nommer le parc, on a un parc qui s'appelle Lassa aussi, mais ça fait partie d'immortaliser cette grande chanteuse qui nous a quittés beaucoup trop tôt, soit en 2010, des suites d'un cancer. Mais Richard a toujours été très, très présent, il est toujours très présent pour qu'on puisse vraiment ancrer son image et son passage dans le Myland. Alors que ce soit au parc Lassa ou encore cette murale qui, cette fois-ci, est juste à côté du parc Gilles Lefebvre, qui est situé là, sur, je dirais, coin Mont-Royal et Henri-Julien. Alors, c'est une magnifique murale, encore une fois, qui a été réalisée par le groupe MU, mais l'artiste derrière tout ça, ben, c'est une grande artiste qui se spécialise, entre autres, dans les grandes murales comme celle-ci. Elle s'appelle Annie Hamel. Et il y a tellement, je vous invite à aller faire un tour, puis peut-être amener votre musique, écouter du Lassa en la regardant, puis regardez comme il faut son regard, l'expression dans son regard, c'est magnifique. Vraiment, c'est du grand art, c'est fait tout en transparence, mais l'expression dans l'œil de Lassa qu'on voit de profil, c'est absolument magique. Alors, allez faire un petit tour dans ce coin-là pour célébrer Lassa. C'était son anniversaire la semaine dernière, d'ailleurs, l'inauguration de la murale s'est fait le jour de son anniversaire. Alors, sur ce, je vous redonne la parole, Monsieur le maire, puis je vous souhaite à tous et toutes un très bon conseil. Merci, Marie. Maintenant, je passe la parole à Maëva Villain. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous relayer un message, une invitation qui nous vient de Adrienne Campbell, qui est la commissaire aux relations avec les peuples autochtones à la ville de Montréal. Donc, elle invite les résidents et résidentes du plateau Mont-Royal à une soirée d'information sur les réalités de l'itinérance autochtone. La conférence aura lieu le 13 octobre à 18h. Vous pouvez trouver l'information en ligne. On y parlera notamment du contexte historique des différentes communautés autochtones au Québec, des facteurs qui peuvent amener les personnes autochtones à venir à Montréal et les services qui sont offerts aux personnes en situation d'itinérance d'origine autochtone. Donc, je vous invite à être présent. Je serai moi-même présente et probablement plusieurs de mes collègues. Donc, voilà, c'est à l'initiative de Adrienne Campbell, commissaire en relation avec les peuples autochtones. Et je vais rapidement, mais sûrement,
souligner l'apport de Richard Ryan pendant ces 12 années. C'était un plaisir d'être ta collègue. Et de Josefina Blanco qui se présente très proche d'ici et avec qui nous aurons peut-être l'occasion de continuer à collaborer si les citoyens nous donnent leur confiance une nouvelle fois. Voilà. Pardon, faut que je fasse le lien entre. Oui, allez, Marianne. Je m'en allais spontanément prendre la POC, comme on dit. Merci, Monsieur le maire. Donc, Piscine Baldwin, je vous parle de cette piscine dont les travaux de démolition sont enfin commencés. Donc, toute la piscine sera tranquillement, doucement démolie. C'est un travail qui est très délicat parce qu'on rappelle qu'on est sur le site d'un ancien dépotoir. Il peut y avoir des poches de biogaz. C'est sans danger, rassurez-vous, là, si jamais on en trouve, mais c'est fait très minutieusement, puis c'est pas dangereux pour la population autour, mais c'est des travaux complexes. Tout ça sera démoli au cours de l'automne. Quant au pavillon des baigneurs, il va être complètement rénové. On a choisi non pas de le démolir, mais de rénover l'existant parce que c'était possible dans un souci de préservation des ressources. Et puis ensuite, les plus grands travaux de décontamination généraux du site vont pouvoir débuter au printemps prochain, là, normalement au mois de mai, quand la période de dégel est passée et qu'on peut faire circuler des camions remplis de terre et de qui sait ce qu'on va trouver là-dedans, des rebuts du siècle dernier. Donc, on va avoir une belle piscine toute neuve, vraiment à la fine pointe, de belles piscines extérieures comme on les aime pour la saison 2023. Ensuite, l'autre petit sujet dont je vais vous parler, c'est l'apparition, vous l'avez peut-être vu, de 2 nouveaux liens cyclables. En fait, il y en a un qui est une mise à niveau parce qu'il y avait déjà une bande cyclable sur Delaroche. Et l'apparition donc de ces 2 nouvelles pistes qui vont une vers le nord, une vers le sud, sur Delaroche et Christophe Colomb, qui sont protégées par le stationnement. Donc, on avait des rues qui étaient tellement larges et pourtant qui étaient des rues locales, très densément habitées. Et donc, en ajoutant ces liens cyclables-là, on est venu rétrécir la chaussée centrale, la chaussée de circulation, si bien que ça devient naturel et facile pour les automobilistes de respecter la limite de vitesse. Et donc, on a à la fois des liens cyclables formidables qui vont être très utiles, très appréciés, surtout que Brébeuf, on sait, est saturé depuis longtemps et qu'on doit l'enlever l'hiver parce que la rue Brébeuf, elle, est vraiment beaucoup trop étroite. Et donc, il reste un petit tronçon à compléter. Là, on croise les doigts que ce sera fait d'ici l'hiver, juste dans le dernier tronçon au sud de Christophe Colomb. Donc, un super projet de mobilité douce, de mobilité active et d'apaisement de la circulation pour les citoyens de ces rues-là. On est bien contents. Donc, voilà, je vous repasse la parole, Monsieur le maire. Merci, Marianne. On pourrait aussi en profiter pour annoncer que dans les 2 semaines qui viennent, il va y avoir la connexion des 2 avenues Laurier-Est par la rue Papineau. On va pouvoir enfin traverser à vélo la rue Papineau et connecter là, les 2 portions de l'avenue Laurier. Donc, les travaux devraient commencer autour du 15 octobre et attendu depuis de nombreuses années qui va se réaliser là, cet automne. Donc, je passe maintenant la parole à Josefina Blanco. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. Je suis contente de vous parler ces derniers conseils d'arrondissement, en tout cas pour moi dans le plateau Mont-Royal, du dossier dont Luc a fait mention tout à l'heure, en fait du mois d'octobre. Depuis 3 ans, le mois d'octobre a été proclamé par le conseil municipal à l'unanimité comme le mois de l'héritage latino-américain à Montréal. Vous m'avez entendu les dernières années revenir à chaque année, vous rappeler ces mois-ci, les activités qu'il y a, qu'on peut retrouver pendant tous ces mois-ci un peu partout. Un dossier qui m'est très, très cher, un dossier sur lequel j'ai travaillé et continue à travailler de façon très active.
J'étais très heureuse de participer au lancement vendredi dernier à la Maison de la Culture, mais cette fois-ci, c'était en parc extension, la Maison de la Culture Claude Léveillé, avec ma collègue Laurence Lavigne-Lalonde pour représenter la mairesse Valérie Plante. Ce sont des dossiers qui la tiennent à cœur. Elle a toujours démontré un grand leadership pour mettre en valeur la richesse, la diversité culturelle des différents groupes ethnoculturels qui font partie de Montréal. Les Latino-Américaines, nous sommes arrivés à différents moments dans les dernières décennies. Et puis souvent, on a tendance à parler les Latinos, puis moi, j'aime toujours parler des communautés latino-américaines parce que des fois, on peut oublier qu'on parle presque d'une vingtaine de pays et je les nomme tout simplement pour signifier la richesse et la diversité à laquelle on fait référence et des gens qui sont ici depuis des décennies, comme je disais tout à l'heure, et qui contribuent à la vitalité de la vie montréalaise dans toutes les sphères. Donc, je vous invite, comme Luc l'a dit tout à l'heure, d'aller regarder sur le site internet au moins héritagelatinoaméricain.ca des événements. Mais j'essayais aussi de montrer, parce que des fois, ça ne capte pas avec notre agenda ou ça peut être dans notre arrondissement. Bref, mais j'ai essayé de trouver aussi des exemples, des choses qu'on peut nous-mêmes poser comme geste pour se rapprocher, pour regarder. Et puis, bien évidemment, je parle de temps en temps de cet organisme. Je suis très fière que cet organisme soit un de leurs lignées. Mais le GADO, c'est un institut des langues et des cultures latino-américaines qui est actif pas seulement le mois d'octobre, sinon à l'année au complet. Mais je me disais aussi, pourquoi pas, si on est sur le boulevard Saint-Laurent, passer par l'épicerie Sabor Latino, qui devient une incontournable et qui on a vu dernièrement aussi s'agrandir pour accueillir de meilleure façon les clients, soit dans leur côté épicerie ou bien dans leur restaurant. Ou même sur Saint-Denis, on a eu l'arrivée d'un super bon restaurant Barranco sur Saint-Denis, cuisine péruvienne. Pourquoi pas aller déguster un bon ceviche? Je pense que le maire a eu déjà la chance d'aller essayer cette resto. Moi, j'ai dû annuler une réservation, mais j'aimerais bien très, très prochainement. Ou pourquoi pas aller faire un tour dans notre bibliothèque et demander conseil à notre bibliothécaire pour découvrir des écrivains d'origine latino-américaine, des fois des latino-américains qui sont là-bas, ou des fois il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains qui résident à Montréal, qui résident à Québec, demander conseil, soit pour les enfants, soit pour les adultes. Donc voilà, je vous invite à regarder autour de vous. Je suis certaine que vous allez sentir l'influence de différentes cultures latino-américaines. Et je suis contente de vous parler de ces derniers dossiers dans ces derniers conseils d'arrondissement pour moi. Et donc, vous comprendrez que j'aimerais prendre quelques minutes aussi pour remercier plusieurs personnes. Dans mon cas, je sollicite un deuxième mandat, je sollicite la confiance cette fois-ci des résidents et résidentes de Rosemont-Petit-Patrie, mais je quitte le plateau Mont-Royal. Je quitte en tant qu'élue, pas en tant que résidente. Donc, tout d'abord, je voulais avoir un mot de reconnaissance et remercier l'équipe de direction. À chaque directeur, j'ai appris beaucoup. On a eu toujours une très, très belle collaboration dans le respect, dans un lien de confiance qui s'est développé avec le temps et dans la compréhension du rôle que chacun peut jouer. Je vais avoir un mot particulier, vous allez me permettre, pour Madame Olivier. J'étais responsable ce mandat-ci des dossiers de développement social et de la culture. Donc, j'ai travaillé de façon très étroite avec elle ainsi qu'avec ses équipes. Donc, toute ma reconnaissance, je vous remercie énormément. Mais je tiens aussi à souligner le travail de tous les employés de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, que ce soit des Col Bleu, des professionnels ou des cadres, parce que c'est beaucoup grâce à vous que l'arrondissement avance, qu'on peut travailler en partenariat, en concertation et que les citoyens ont toujours un bon service aux citoyens. Par la suite, j'aimerais remercier bien évidemment mes collègues
Richard Ketoubar, tu vas nous parler tout à l'heure, Maëva, Alex, Marie, ma coéquipière, pardon, Marianne et Luc. J'ai commencé avec une Luc à qui je remercie énormément, puis j'ai fini avec une autre Luc. Chacun a été différent, mais ça a été une expérience incroyable. Je remercie Monsieur Ravin parce que du départ, quand on prenait des petits cafés pour qu'on puisse mieux nous connaître, j'ai toujours senti en toi, Luc, une grande capacité d'écoute, une grande ouverture d'esprit, puis cette volonté de trouver toujours des solutions. Donc, je me sens vraiment... je pense que j'ai eu une grande chance de faire partie de cette équipe. Puis, je ne veux pas oublier des gens qui travaillent plus à l'ombre entre la fonction publique et nous et la Ville-Centre, qui sont ces personnes qui nous soutiennent à tous les jours. À tous les jours, et sans eux, on ne pourrait rien faire. Certaines de ces personnes ne sont plus avec nous, mais je tiens à remercier les cabinets locaux du plateau. Karim, Anne, Christelle, Anne-Sara. Vous allez me permettre de saluer aussi les vieux du cabinet. Andréane, notre fait de ruelle verte vient d'autres dossiers à l'arrondissement. Et notre chef d'orchestre, Sébastien Parent-Durand, parce que c'est lui qui fait en sorte que tout avance en harmonie entre les maires, entre la direction d'arrondissement, entre la ville-centre, l'arrondissement, les citoyens. C'est un rôle incroyable. C'est lui qui est joué par Sébastien Parent-Durand et je suis très, très reconnaissante et j'ai eu une grande, grande chance aussi de travailler ces 4 dernières années à ses côtés. Pour finir, bien évidemment, je veux remercier les résidents et résidentes de Lorimier qui, en 2017, m'ont accordé leur confiance. J'espère avoir rempli leurs attentes. Et même ces résidents qui n'ont pas voté pour moi, mais avec qui je souhaitais représenter, écouter, entendre de la meilleure façon dont je pouvais. Donc, je vous remercie énormément. Et moi, l'appel que je vous fais, c'est de faire encore une fois d'exercer votre droit citoyen et d'aller voter les prochains 6 et 7 novembre. Sur ce, je souhaite une bonne campagne à tous et toutes, à mes collègues et ainsi qu'aux autres candidats qui se présentent les prochains 6 et 7 novembre. Je vous remercie. Merci, Joséphina, pour ces bons mots. Puis merci à toi pour ton engagement intense, soutenu à tous les jours au service de la collectivité. Je pense que tu as été une conseillère appréciée, très, très présente sur le terrain. Je suis sûr que les citoyens du district de Saint-Édouard vont te découvrir et vont avoir la chance de pouvoir collaborer avec toi. Richard Ryan, pour terminer. Il y avait peut-être Alex qui n'a pas parlé aussi. Alex n'avait pas de... Pas de mots des élus ce soir. La parole est à toi, Richard. Oui, on a gardé ça pour... on voulait te laisser la clôture. Pour le dessert. Pour le dessert. Mais juste avant de parler de mon départ, je voulais juste souligner, dans le dernier mois, il y a eu... Bon, c'est un dossier que je reviens parce qu'il a une très, très grande importance, mais aussi c'est parce qu'il y a eu du nouveau dans le dernier mois, c'est-à-dire l'octroi de la subvention de 5 millions pour Ateliers créatifs pour le fameux dossier qu'il y a eu. Évidemment, c'est un dossier qui est partagé avec plusieurs paliers. Nous, en arrondissement, avec les changements de zonage qui se fait dans le secteur industriel du Magdalen, donc sur la rue Casgrain, dont le propriétaire est Skyline Holding, ça a permis l'entente d'usufruit sur 25 ans. On l'a dit la dernière fois, c'est majeur parce que c'est 132 000 pieds carrés. On avait besoin de subventions venant d'un nouveau programme qui va être géré par la Ville de Montréal, mais c'est la contribution du gouvernement du Québec en grande partie, mais le service que Luc Rabouin
dirige, là, dont il est responsable, pardon, au comité exécutif du développement économique. Donc, il y a un 5 millions là, qui va servir à l'ensemble des rénovations, de la mise à niveau et tout ça, de ces 132 000 pieds carrés-là. C'est énorme. On l'attendait. Je pense qu'on a peut-être aussi, en faisant justement, en prenant les devants, en allant de l'avant avec nos modifications, on a montré notre sérieux, qu'on était prêt aussi que cet argent-là arrive. Il est arrivé. L'annonce a été faite par la ministre et on en est très, très, très content. Ce 132 000-là, pieds carrés, vient se joindre aux 165 000 à côté de Gaspé qui va être préservé pour 35 ans en usufruit aussi. Donc, 300 000 pieds carrés, les deux ensemble, on garde qu'est-ce qui était menacé de la plus grande concentration d'ateliers d'artistes au Canada. On la garde dans le Myland pour les prochaines décennies. C'est très, 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 je suis très heureux, mais l'ensemble de mes collègues, y compris à la Ville, sont très heureux de cette entente-là. Puis ça donne aussi, ça rouvre la porte aussi à d'autres types de projets du genre. Il y en a d'autres qui sont sur la table pour préserver les ateliers d'artistes. La mairesse faisait des annonces aujourd'hui en culture. Elle a mentionné la question des ateliers d'artistes. C'est important d'avoir de la production culturelle dans nos quartiers centraux. Trop de villes à travers le monde où on a développé la diffusion culturelle. On a un super espace de diffusion culturelle, un super quartier des spectacles qui est axé sur la diffusion culturelle. Mais si on éloignait encore davantage la production culturelle, on arrive un peu comme à New York ou comme d'autres villes où il n'y a plus de production culturelle qui se fait à moins de 30, 40, 50 kilomètres du centre comme tel. Fait que ça c'est un grand morceau. L'autre grand morceau, c'est mon 120e et dernier conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal. C'est ici que je suis arrivé il y a 12 ans. Et oui, beaucoup d'émotions. Disons que ça t'a tombé un petit peu maintenant, mais je pense à tous ces dossiers qui, depuis 12 ans, où on collectivement avons brassé la cage, mais pour le bien et pour aussi plusieurs choses réalisées, que je pense dans le premier mandat, l'implantation de marchés publics, l'arrivée de l'implantation de nouveaux aménagements, je pense au Parc Laurier réunifié. Vous souvenez-vous qu'il y avait un stationnement dans le Parc Laurier? On a discuté à se souvenir de ça, le sens unique de Laurier pendant 2 kilomètres du Myland de Saint-Laurent jusqu'à Papineau, avec des trottoirs élargis, des plantations d'arbres extraordinaires. C'est une allée maintenant. C'est une allée, c'est plus qu'une avenue ou une rue commerciale qui est à passante avec des trottoirs minuscules. C'était extraordinaire. Toute la question, évidemment, je me suis impliqué beaucoup dans l'habitation, autant à la ville qu'ici. Mais ici, dans les premières années, où on commençait à faire face à les questions d'Airbnb, la question de gentrification, elle était déjà très, très, très présente, mais on ne savait pas trop comment la prendre. Il n'y a rien de réglé présentement, sauf qu'on voit plus clair au niveau d'Airbnb avec les interventions qu'on a pu faire, puis la réglementation plus sévère, et nos évictions, la même chose, qui peut empêcher justement des évictions abusives de certains propriétaires. Le champ des possibles, les ateliers d'artistes, le bain Saint-Michel, le secteur Saint-Viateur-Est, c'était énorme parce que c'était une vue d'ensemble. Normalement, ce genre de grand déploiement-là urbanistique, on le fait à travers ce qu'on appelle un programme particulier d'urbanisme, un PPU, mais on le fait avec l'aide de ces merveilleux fonctionnaires et professionnels de l'arrondissement, peu à peu, avec des changements réglementaires. Et je pense qu'il reste encore des choses à faire dans le secteur, mais il reste quand même que ce travail-là a été vraiment intéressant et avec beaucoup de plaisir qu'il y a eu, de la créativité. Moi, j'aime parler de l'équipe, des équipes du plateau, de fonctionnaires, des professionnels, comme à l'image de qu'est-ce qu'est le plateau, c'est-à-dire des créatifs. Vous avez été, là, je m'adresse aux différentes directions dans vos équipes, des gens extrêmement créatifs qui ont pu jouer autant dans le zonage ou dans les façons de faire, d'arriver
d'arriver avec des nouveaux modèles aussi. Je pense aussi aux Amis du champ des possibles, où il y a une entente de co-gestion. C'est du jamais vu en arrondissement. Pas toujours facile, mais ça arrive que quand même, c'est les meilleurs chemins qu'on a pu prendre pour pouvoir impliquer les citoyens aussi dans un cas comme celui-là. J'aimerais évidemment remercier les citoyens trois fois avec, je ne suis pas seul, l'ensemble des élus ont eu des augmentations de 10 de score à chaque élection entre 2009, 2013, 2017. Mais ça reste que quand même, c'est sans votre appui, les citoyens, sans l'accord, puis pas juste lors d'un vote, mais aussi constamment. Puis on le voit même quand on parle des élus qui quittent à cause des médias sociaux, tout ça. J'en suis pas vraiment là pour ma part, sauf qu'en même temps, j'aimerais aussi reconnaître, à contrario, que beaucoup de citoyens aussi répondent à notre place et défendent les actions que les élus font, leur équipe d'élus font sur le plateau. Et ça, c'est extrêmement apprécié. J'espère que vous allez continuer dans le prochain mandat avec les nouveaux élus qui seront, la nouvelle mouture qui sera là. Les organismes comme, moi je suis né du comité citoyen du Maryland avant d'être élu dans le sens d'implication citoyenne dans le quartier. C'est super important, ces organisations-là, pour nous emmener justement qu'est-ce qui se fait, surtout quand c'est dans le cadre, dans une organisation comme celle-là, où c'est pas la confrontation qui est de mise à chaque fois qu'on a des pourparlers ou des échanges, mais c'est plutôt, je dirais, justement, l'échange et de voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe et comment on peut améliorer les choses et comment on peut le travailler ensemble pour le faire aussi. Les élus, les collègues qui ont passé à travers ces 12 ans-là et ceux qui sont là dans les 4 dernières années, évidemment, les attachés politiques. Une organisation comme ça, merci. C'était pour moi des rencontres extraordinaires avec qui que je vais garder des souvenirs. Il n'y a pas d'expérience de travail aussi riche que celle que j'ai vécue ces 12 dernières années. J'arrivais quand même à l'âge de 43, 44 ans avec d'autres expériences, mais celle-là, c'est vraiment la plus riche. Les relations qui se sont établies entre collègues attachés, et évidemment, toute l'équipe de directeurs et de plusieurs professionnels également, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer. Je garde ça dans mon cœur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Richard. Donc, ça met fin au mot des élus. Alors, nous poursuivons avec la suite de l'ordre du jour à l'article 10.02. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 octobre 2021. Je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 4 octobre 2021. Adopter l'article 10.03, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 7 septembre 2021. Donc, je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 10.04, période de questions-requêtes du public. Alors, la période de questions du public est ouverte et sa durée, comme vous le savez, sera d'1 heure, sauf si le Conseil la prolonge. Alors, la période de questions se terminera donc à 20h38 minutes. Nous avons plusieurs questions, M. le maire. Alors, allons-y avec la première question qui provient de M. Quentin Parisis. Bonjour. Le sentiment d'impunité, le non-respect des règles élémentaires du Code de la route de la part des cyclistes dans l'arrondissement sont généralisés. Jamais nous ne voyons de policiers verbaliser les cyclistes qui ne respectent aucune règle. Pourtant, les infractions sont légion. Je vous parle de ceux qui brûlent les feux, grillent les stops, roulent dans les parcs comme sur des autoroutes à vélo. Le sentiment d'impunité est tel que de nombreux cyclistes sont insultants ou méprisants lorsqu'on leur fait remarquer leur incivilité. Un effet pervers de la politique louable de favoriser le transport à vélo, mais qui crée un sentiment d'impunité. Combien de constats d'infraction ont été remis cette année dans l'arrondissement des cyclistes et allez-vous enfin prendre la mesure du phénomène
et maximiser l'attention policière face à ces gens, verbaliser ceux qui n'ont que faire des règlements élémentaires, des règles, pardon, élémentaires du code de la route et qui sont dangereux. Je vais prendre la question, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur Parisis. Écoutez, la première chose à dire, c'est que si il y a une certaine proportion des gens qui se déplacent à vélo qui effectivement sont pas toujours respectueux des règles du code de la sécurité routière, il faut quand même dire que c'est ceux-là qu'on voit, mais que ce n'est pas nécessairement la grande majorité qui, elle, est très généralement absolument respectueuse et surtout des piétons, des plus vulnérables, parce que c'est bien sûr la règle qu'on se donne, on va toujours laisser la priorité à plus vulnérables que soi. Il n'y a pas d'étude à Montréal qui a été faite encore. On avait l'intention d'en faire une, mais on a été rattrapé par le temps avec Polytechnique, entre autres, la chaire de mobilité qui s'intéresse à ces questions-là, qui sont aussi des questions de perception. Ça serait vraiment intéressant de le savoir, mais il y a des grandes villes où des telles études ont été faites et à chaque fois, il a été démontré, en fait, que certainement, il y a des cyclistes qui ne respectent pas toutes les règles de la sécurité routière, mais qui sont moins nombreux que les automobilistes qui ne les respectent pas. Donc, proportionnellement, il y a plus de gens qui conduisent des voitures qui vont enfreindre les règles du code de la sécurité routière et on s'entend que c'est quand même plus dangereux de brûler des stops et de ne pas faire ses angles morts et de passer rapidement sur les jaune, orange, rouge quand on est au volant d'une voiture. Cela dit, le SPVM est très sensibilisé à ça parce que les gens s'en plaignent. Donc, régulièrement, il y a des blitz qui sont faits, il y a des contraventions qui sont remises aux cyclistes qui enfreignent les règles. Moi, je ne connais pas le nombre annuel de contraventions qui sont émises, mais c'est une question qui peut se poser au SPVM, qui est un service public, vous pouvez les contacter. Mais je sais qu'il y en a parce que de l'autre côté de la médaille, moi, j'entends beaucoup de cyclistes déplorer qui reçoivent beaucoup de contraventions, puis pas tout le temps en tout cas, qui reçoivent beaucoup de contraventions. Donc, c'est ça, il y a deux côtés à cette médaille-là. Puis la dernière chose que je vous dirais, c'est que oui, c'est important que chacun garde sa place sur la rue pour que tout le monde se sente confortable, puis en développant beaucoup d'infrastructures, en aménageant des pistes cyclables qui sont bien faites, qui sont sécuritaires, qui sont protégées, on va amener plus de cyclistes à rouler dans ces aménagements-là où ils sont complètement séparés des piétons et où c'est pensé de telle sorte qu'il y ait le moins de conflits possibles entre les différents usagers de la route. Donc, plus on fait des pistes cyclables, plus on va améliorer la cohabitation. C'est là-dessus qu'on compte aussi. Donc, merci pour votre question. Vous le voyez dans certains aménagements qui sont peut-être plus anciens.
Par contre, comme on a de plus en plus à la ville des professionnels qui sont eux-mêmes cyclistes, qui sont conscientisés au danger de l'emportirage, qui sont avérés, on réussit des fois à aller un peu plus loin que la norme puis à marquer les chevrons au centre de la chaussée. On le fait de plus en plus. Probablement qu'on va éventuellement pouvoir modifier cette norme-là, qui est peut-être un peu ancienne, mais effectivement, ce n'est pas l'idéal et on essaie de... C'est pour ça, de toute façon, qu'on fait le moins possible de chaussées désignées quand on veut faire un réseau structurant et qu'on fait des pistes protégées, des pistes en site propre. Voilà. Prochaine question de Mme Mélanie Côté. Bonsoir, je vous écris parce que les deux intersections sur Rachel, soit les coins d'Iberville et Frontenac, sont particulièrement mal protégées. La piste cyclable entre ces deux artères. Il est fréquent que les voitures allant vers l'ouest empiètent carrément sur la voie des cyclistes pour dépasser les voitures qui veulent tourner à gauche sur d'Iberville. C'est extrêmement dangereux. Vous devez absolument y voir. Les intersections, c'est impossible de traverser d'Iberville sur Rachel en toute sécurité, ou Frontenac. Les immeubles prennent tout l'espace des trottoirs de coin. Les voitures sur Rachel tournent les coins à une vitesse folle et ce sont les piétons qui en font les frais. Pour vrai, on n'y voit rien. Je déteste traverser ces intersections et je suis loin d'être seul. Il faut absolument que vous y voyiez. Que ce coin du plateau soit encore dans cet état de précarité me sidère. Je vous demande de faire quelque chose pour notre sécurité, s'il vous plaît. Merci. Merci pour votre question, Madame Côté. Pour la première partie de votre question, là, pour l'enjeu des voitures qui empiètent dans la piste cyclable là, au moment de contourner une autre voiture qui attend, il est prévu de l'installer des balises là, qui vont protéger davantage, délimiter la piste et ça va empêcher donc l'empiètement des voitures dans la piste. Ça, c'est déjà prévu. Par contre, on a déjà, pour ce qui est de la dangerosité des intersections, on a ajouté des passages piétons bien marqués avec les rectangles blancs. On a des feux piétons, des voitures qui empiètent. Normalement, si tout le monde respecte les phases de chacun, il ne devrait pas y avoir trop de conflits, mais c'est vrai que ce sont des intersections particulièrement inconfortable pour les piétons, pour les cyclistes. Les bâtiments sont juste à la ligne de l'eau, juste au bord des trottoirs. Il y a peu de visibilité. Vous savez comme moi que la ville est en chantier. On a des infrastructures vieillissantes en fin de vie. Rachel a été en chantier beaucoup, jusqu'à pas très loin de ces intersections-là. Donc, quand le moment viendra pour que les infrastructures souterraines doivent être changées, et ça va venir, ça sera le moment de reconfigurer toute la géométrie de surface de ces intersections-là pour les rendre beaucoup plus confortables, beaucoup plus à l'échelle humaine. Et c'est ce qu'on prévoit faire, bien évidemment. Là, il n'y a aucun chantier, aucune réflexion du souterrain qui va se solder par une rue à l'identique en surface. C'est quelque chose à quoi on s'engage. Donc, on espère que ce soit pour bientôt parce qu'on est bien d'accord avec vos observations. Merci. La prochaine question appartient à Mme Stéphanie Guichenet. Quand la piste cyclable sur la rue Berry devant le CPE sera-t-elle rendue sécuritaire? Un accident est survenu ce matin. Une petite fille s'est fait renverser par un cycliste. Je vous ai interpellé il y a quelques mois car je craignais un accident. Les places de débarcadère ont été déplacées. Les enfants doivent maintenant traverser la piste cyclable en descendant de la voiture de leur père. C'est extrêmement dangereux. Merci de nous revenir avec une solution sécuritaire. Merci pour votre question, Madame Guichenet. Oui, vous nous aviez demandé des mesures de ralentissement des vélos à la hauteur du débarcadère du CPE. Ça a été demandé. On a eu des enjeux d'approvisionnement, un peu comme partout dans tous les domaines manufacturiers. On manque de matériel, on manque de pièces. Donc, on a commandé des panneaux là, assez éloquents où on voit un enfant presque grandeur nature là, demander de ralentir pour leur sécurité.
on va les installer donc en bordure de la piste près du CPE. C'est très difficile, même si on a souvent demandé aux ingénieurs des façons de ralentir les cyclistes sur les pistes, c'est pas évident à faire. On ne peut pas mettre des obstacles comme tels dans la piste, là, surtout pour justement des parents qui arriveraient avec un chariot pour amener leurs enfants, qui pourraient rester coincés si le chariot est trop large, par exemple. Mais on espère sensibiliser les cyclistes avec ces panneaux-là qui sont assez éloquents et qu'on attend sous peu, souhaitons-le. Merci, bonne soirée. Prochaine question de M. Marlon Kroll. I've lived on Park for 5 years. In those 5 years, I have encountered countless extreme speeders, aggressive driving, and accidents, most recently realized in the death of another cyclist. I am wondering, when will the borough take action and change this? Why are there no speed cameras, and what reason would there be to not put them up immediately? Additionally, I would advocate for more police traffic enforcement on this artery. How come I also never witnessed sobriety traffic stops in this city? There is a marked history of impaired driving. As a citizen living on this street, I feel unsafe. I believe speed cameras would be a good first step in prevention. We could even adopt the obvious tenet of proportional fining. I will continue to advocate until this changes. People love on Park. It is not merely an artery for cars, where their rights from ours. Thank you, Mr. Kroll, for your question. I know that Alex Norris has already talked to you recently. We agree that Park Avenue at this point looks like more an urban highway than human scale urban avenue, and we are committed to transform it. But we have a lot of arterial streets to transform in Montreal. As I said in my introductory words, I encourage you to listen to that. But I can tell you that in the short term, we just got the permission from the government of Quebec, the Ministère des Transports, to install some speed cameras on Park Avenue, and we will do it as soon as possible. Secondly, we commit ourselves to install some very transitory physical installation to secure the intersection. So we will do it very shortly, but it's all the avenue that we have to rethink and reorganize. And the recent announcement by the STM regarding public transit infrastructure on Park Avenue will give us the opportunity to reorganize every single intersections on Park Avenue. So it's more mid and long-term project, but in the short term, we will do some very quick interventions. Prochaine question de Mme Maude Landreville. La rue Bordeaux fait partie du réseau cyclable 4 saisons et est un corridor scolaire. Il y a aussi un axe cyclable prévu sur Delormier au PPU. Idéalement, des supports sur rue dégageraient la vue aux intersections. Après plusieurs requêtes au 3-1 pour ajout de support à vélo sur Bordeaux et aucun suivi satisfaisant malgré mes appels, j'aimerais savoir quels sont les plans concernant les aménagements cyclables suite aux travaux en cours sur la rue Bordeaux. Infotravaux indique des saillies seulement à la hauteur de Gauthier. Les trottoirs sont-ils élargis et combien de supports à vélo seront ajoutés pour les élèves et les résidents en bordure de l'école Ella? Ben, merci beaucoup, Madame Landreville, pour cette question. En fait, en ce moment, les travaux qui ont lieu sur de Bordeaux, c'est des réhabilitations des conduites d'aqueduc. C'est pas la rue au complet n'est pas en ce moment n'a pas à être refaite au complet. Donc, il n'y a pas de projet d'élargissement de trottoir. C'est un projet qui prend assez de temps, mais qui n'est pas aussi lourd là, que ce qui a eu lieu dans le même coin, là, par exemple, sur la rue d'Orion, il y a quelques années.
Sur Gautier, par contre, là, il y a vraiment effectivement des réaménagements de la géographie, de la géométrie de la rue qui sont prévus. Il va y avoir de grandes saillies, donc les intersections avec Gautier vont être transformées. La rue Gautier va être très verdie aussi. Il va y avoir beaucoup de plantations d'arbres. Mais pour ce qui est autrement donc la piste, la bande cyclable là, telle qu'elle était avant les travaux va demeurer. Par contre, pour les stationnements, ben, là, comme il y a des travaux, peut-être que nos travaux publics ne vont pas se mêler de ce qui se passe déjà sur la rue, mais faire des demandes au 311, normalement, ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit courriel là, pour que moi, je fasse le suivi de vos demandes. On sait que dans le coin de l'école Élan, c'est effectivement un besoin, donc on y verra. Merci. Prochaine question de Madame Annick Collère. Quand et avec qui pourrons-nous envisager d'intégrer l'école Élan dans un plan global de sécurisation piétonne et cycliste financé par le PSR? Le comité sécurité a à cœur les déplacements des élèves de l'école en sécurité. À l'école Élan, 1/3 des élèves voyagent en transport actif. 1700 élèves de 3 écoles convergent tous les jours dans le secteur Delormier, Papineau, Rochelle, Sherbrooke. Ils doivent affronter la circulation de transit et le trafic intense du PJ aux heures de pointe à l'intersection de Sherbrooke et de Delormier. C'est 825 autos aux 15 minutes. Nous savons qu'il existe un programme de sécurité des abords des écoles. Notre comité interpelle les élus depuis plus de 4 ans. Les cartes des accidents, la provenance des élèves, mené 3 sondages 2016 à 2019. Constat, excès de vitesse, interblocage, transit par les ruelles, altercation, liens cyclables manquants, trottoirs trop étroits. Les enjeux sont nombreux, nécessitent des aménagements à long terme et non des solutions sporadiques. Merci beaucoup pour votre question. C'est clair que l'intersection Sherbrooke et Delormier, c'est assez hostile. On ne va pas se le cacher. C'est un passage très, très occupé par toute la circulation automobile, toutes les personnes qui circulent en voiture, qui sortent du pont Jacques-Cartier. C'est un développement urbain avec lequel on est pris. C'est des choix qui ont été faits il y a très longtemps, à une époque où on pensait vraiment davantage à la fluidité automobile qu'à la sécurité des écoliers. C'est pas évident, vous en doutez bien, là, de revoir des intersections comme celle-là dans le contexte où on a encore un parc automobile qui grandit plus vite que la population dans la région de Montréal. Mais on travaille très fort là-dessus. C'est des changements qui s'opèrent lentement, qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas, à plus court terme, là, travailler ensemble pour trouver des solutions d'apaisement autour de votre école. Ce qui se passe en ce moment sur la rue Gautier, ça a bénéficié d'une subvention là, du programme de sécurisation des écoles de la ville-centre. Pour la suite, vous allez avoir des nouvelles élus locales dans quelques semaines. À ce moment-là, là, je vous invite chaleureusement à les contacter, à nous contacter si jamais on a la chance d'avoir la confiance des citoyens et des citoyennes à nouveau. On pourra s'asseoir tout le monde ensemble et puis trouver des solutions à plus court terme là, pour sécuriser les déplacements des élèves de l'école Élan. Merci. Question cette fois-ci de Mme Sophie Grossman. Le stationnement avec vignette dans les zones 28 et 27 est devenu impossible à cause des interdictions de stationnement qui se chevauchent le matin. Plusieurs dossiers ont été ouverts auprès de l'arrondissement depuis 1 an sans que quelques corrections n'aient été apportées à la situation. Plus de 90 personnes qui résident dans ces secteurs ont signé une pétition en ligne avec les demandes suivantes. Que les interdictions de stationner sur Saint-Laurent soient repoussées en après-midi, voire en soirée. Le boulevard Saint-Laurent est peu achalandé le matin. Que des zones destinées aux vignettes 28 soient ajoutées sur le boulevard Saint-Laurent. Que les horaires de nettoyage des rues dans cette section de la zone 28 et d'autres soient repensés afin d'éviter une circulation excessive d'automobilistes en quête d'une place de stationnement. Quelle suite rapide et durable le Conseil va-t-il donner à ces demandes?
Je vais prendre la question, Monsieur le maire. D'abord, merci, Madame Grossman pour votre question ce soir. Bon, si vous avez une pétition, n'hésitez pas à nous la faire cheminer également au bureau d'arrondissement. Comme ça, on va pouvoir la regarder et l'étudier aussi. Pour ces questions-là, bon, effectivement, il y avait eu une modification de parcours du Bal-à-Brosse il y a 2 ans déjà de ça. On est prêt à regarder, à revoir toujours les améliorations, comment on peut faire pour enlever le plus possible là, de problèmes qu'il peut y avoir pour les citoyens pour se stationner. Il faut comprendre par contre que si ça a été modifié, c'est parce qu'on essayait d'avoir la plus grande efficacité aussi. Là, vous parlez de modifier Saint-Laurent, les mettre l'après-midi ou le soir, mais là, si on enlève tout le stationnement Saint-Laurent pendant les heures d'ouverture des commerces, ça devient, on crée un autre problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'assurer, on est en train de regarder aussi une étude sur le stationnement dans le secteur, voir comment on pourrait améliorer la situation. Il y a peut-être des parcours, il faut toujours penser aussi que des parcours, on doit faire nord-sud. Bon, s'il y a Saint-Laurent qui monte vers le nord, quelle rue qu'on prend vers le sud pour avoir une certaine efficacité. Donc, ce n'est pas simple, mais on est prêt à le regarder, puis à voir, puis on va attendre aussi votre pétition. Faites-nous cheminer ça. Ça va nous faire plaisir de le regarder avec nos services à la fois des études techniques et pour le Bal-à-Brosse des travaux publics. Merci beaucoup. La prochaine question est de M. Patrick McDonald. Depuis longtemps, les camions se garent sur Saint-Dominique, coin Roi-Est, et laissent leur moteur en marche en toute saison. Des fois, ils se garent dans la zone de non-stationnement près du coin de Roi-Est, ce qui pose un danger pour les piétons et la circulation. Est-il possible de mettre un panneau interdisant les moteurs en marche et mieux régler le parking sauvage? Oui, je prends la question. Donc, ce qu'on comprend dans votre question, c'est plusieurs choses. Donc, par rapport au camion qui continue à laisser son moteur allumé, l'enjeu que nous avons, c'est que la réglementation permet que les camions qui utilisent l'énergie pour la réfrigération ont le droit de laisser le moteur allumé. Donc, nous pensons qu'il ne serait pas efficace d'avoir une affiche en disant que le camion doit couper son moteur parce que on parle ici de camions réfrigérés, donc qui auraient le droit de continuer à laisser le moteur tourner. Donc, ce qu'on vous inviterait à faire, ce serait peut-être d'aller voir le commerce et de l'encourager, de voir avec lui peut-être plus une médiation, de voir ce qui lui serait ouvert à faire pour améliorer les relations avec le voisinage. Puis, pour ce qui est le stationnement dans les endroits où la personne n'a pas le droit de se stationner, écoutez, c'est vraiment au SPVM, au poste de police 38, d'intervenir. Monsieur Harrison, l'inspecteur de police ou un de ses adjoints, nous a confirmé qu'il regardait le conseil d'arrondissement en direct. Donc, il est à l'écoute et il prendra donc bonne note de l'intersection que vous nous amenez comme étant non respectée par le stationnement. Prochaine question de Mme Diane Legault. Comme citoyenne habitant autour du parc Alphonse Télesphore-Lépine, nous portons à votre attention les problèmes auxquels nous faisons face tous les jours, été comme hiver. Tapage nocturne, cris, hurlements, fêtes, balançoires bruyantes, etc. Vandalisme, bris de bouteilles, bris de mobilier urbain, présence de motos, planches à roulettes et vélos dans le parc. La nuit, présence de chiens, bien que ce soit interdit. Pour contrer ces désagréments, nous proposons ces solutions. Clôturer complètement le parc, fermeture du parc de 23h à 7h, pancarte aux 2 entrées du parc, indiquant les heures de fermeture, les interdictions aux chiens et aux fumeurs, augmenter la surveillance policière à l'intérieur même du parc, à pied ou à vélo, surtout le soir et la nuit après les heures de fermeture. Ajouter un deuxième support à vélo, ajouter des poubelles dans le parc. Et question finale, comment voulez-vous nous aider à trouver notre quiétude pendant la nuit?
Si vous me permettez, Monsieur le maire, j'aimerais répondre à Madame Legault. Alors, bonsoir, Madame Legault. On s'est rencontrés d'ailleurs la semaine dernière, à la fin de la semaine, pour faire un tour du parc là, de Télésphore-Lépine. Vous m'avez montré là, justement tous les problèmes que vous venez d'énumérer dans votre courriel. Et même pendant ma visite au parc, j'ai été témoin moi-même de plusieurs incivilités, dont des gens qui se promenaient alors qu'il y avait. C'est un parc qui s'adresse beaucoup à la petite enfance, entre autres. Donc, il y avait plusieurs groupes de garderies qui étaient présents et on a vu des gens passer en bicyclette très, très rapidement. Ils ont failli frôler un enfant. Donc, effectivement, le soir, là, vous m'avez montré aussi là, les résidus de plusieurs fêtes qui avaient eu lieu ces derniers temps, des bouteilles cassées un peu partout et les lieux où les gens peuvent se cacher lors du passage des policiers. Donc, écoutez, comme l'a mentionné ma collègue Maëva, le SPVM du poste 38 sont à l'écoute ce soir. Alors, nous allons d'ailleurs essayer de communiquer avec eux pour voir comment on pourrait mieux surveiller peut-être le parc. Et quelques-unes de vos suggestions seront sans doute étudiées par nos services là, pour voir comment on peut améliorer cette cohabitation-là avec ce merveilleux petit parc d'ailleurs qui est vraiment très intéressant et très stimulant pour les enfants, mais qui attire le soir des grands enfants qui sont pas mal plus turbulents et j'en conviens là, que ça peut générer beaucoup de nuisances. Donc, merci d'avoir pris la peine de communiquer avec nous et merci aussi de m'avoir fait faire le tour là, du parc et de nous montrer quels étaient les problèmes là, pour cette cohabitation-là. Alors, on vous tient au courant pour les études là, qu'on va faire autour de ce parc-là. Merci beaucoup. Prochaine question de Mme Anne Plamondon. On remarque plusieurs magnifiques aménagements horticoles au coin des rues dans mon secteur, de l'esplanade Villeneuve. Par contre, le terre-plein au milieu du boulevard Saint-Joseph est négligé, plein de mauvaises herbes, alors que le point de vue vers l'ouest, vers le Mont-Royal de ce grand boulevard est spectaculaire. Une horticultrice de la ville de Montréal m'a dit qu'on avait choisi délibérément d'y laisser pousser librement des plantes indigènes. Je comprends la valeur de ce choix, mais il faut les entretenir et voilà. Mais voilà plus de 3 ans que j'habite dans le quartier et le terre-plein du boulevard Saint-Joseph, contrairement aux aménagements des coins de rue, est laissé à lui-même sans entretien. C'est désolant et y faire plus attention amènerait certainement une plus grande fierté et plus de beauté dans notre quartier. Marie? Ah, je pensais que c'était Marianne qui allait répondre à la question, mais bon. Marianne, mais sinon, je peux y répondre vu que ça touche le loisir aussi. Bon, on peut y répondre tous ensemble, mais je pense que j'avais déjà eu une discussion, pas tous en même temps, par exemple. Tu compléteras, Marianne, là, s'il manque quelque chose. Alors oui, j'ai parlé avec Mme Plamondon récemment et on a échangé, je pense, des courriels à ce sujet-là. Le choix avait été, effectivement, c'était un choix délibéré qui nous permettait de travailler avec des plantes qui étaient qui nécessitaient moins d'entretien, entre autres, parce que c'est un lieu qui n'est pas facile c'est pas facile d'envoyer, c'est surtout très dangereux d'envoyer nos services là, pour faire les travaux, notre équipe d'horticulture pour faire des travaux, mais c'est aussi des plantes indigènes là, qui sont tout à fait en accord là, avec les plantes qui poussent déjà dans notre quartier. Mais Marianne, c'est toi la spécialiste du verdissement, fait que je te laisse la parole. En fait, non, c'est bien expliqué. Là, on comprend bien qu'on a voulu mettre des plantes indigènes. Ça donne un fini un peu sauvage, champêtre, mais il faut l'entretenir. Donc, normalement, c'est entretenu 3 fois par année. Au printemps, on fait le ménage. En été aussi, il y a un autre passage pour ramasser les déchets, enlever un peu de mauvaises herbes. Et à l'automne, prochainement, là, c'est prévu aussi qu'il y a un passage pour enlever encore une fois les déchets, puis replanter, ressemer là où ça a pu être tondu ou décimé. C'est un parti pris, effectivement, puis on peut penser à peut-être passer plus souvent juste pour enlever les déchets, les papiers à la traîne pour que ce soit plus joli. Mais c'est un choix qu'on fait. Le fini qui a l'air très sauvage, c'est vrai que pour certains, ça peut avoir l'air abandonné, alors que ce ne l'est pas du tout. Mais
c'est ça. On prend bonne note là, que enlever les déchets, c'est quand même, ça a quand même plus de gueule, effectivement. Donc, c'est bien noté. Merci pour votre question, Mme Plamondon. Juste en complément, je veux vous remercier d'avoir souligné la qualité des plantations dans nos saillies, sur nos coins de rue. Effectivement, cette année, j'ai aussi envoyé un message à toute l'équipe d'horticulture du plateau pour les féliciter et les remercier. Il y a plein de citoyens et citoyennes là, qui nous disent que les saillies cette année sont magnifiques. Donc, merci de le souligner. Les 3 prochaines questions portent sur le même sujet et proviennent de Selena Diorio, Mme Éléonore Gosselin-Offray et Mme Catherine Michaud. Alors, je vais vous les lire en rafale. Bonjour, je pense parler au nom de plusieurs parents quand je dis à quel point la ludothèque était géniale cet été au parc des Compagnons. Certains collègues parents qui fréquentent le parc Baldwin étaient d'accord avec mon idée que notre petite communauté de parcs pourrait grandement bénéficier. On pourrait simplement, avec un grand bassin en plastique de chaque côté du parc, et j'en suis sûr qu'en plus de la contribution de la ville, nous serions heureux de fournir également des jouets. Je trouve que la ludothèque est un moyen de rendre les jeux de plein air et la communauté accessibles à tous, peut-être à ceux d'entre nous qui n'ont pas les moyens d'aller dans des camps ou des cours. Elle met tous nos enfants au même niveau, rencontre nos voisins et enseigne le partage. Il est également important de vaincre l'isolement pendant les mois d'hiver et c'est un moyen de rassembler les familles. Merci pour votre considération. Bonjour, serait-il possible d'avoir une ludothèque au parc Baldwin du même type que celle qu'il y avait au parc des Compagnons? Ou tout au moins une grande boîte pour stocker des jouets? Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir s'il serait possible d'installer un parc de rangement en bois avec couvercle dans les modules de jeu du parc Baldwin afin que les résidents du quartier puissent y déposer des jouets. Il s'agit d'une mesure peu coûteuse afin d'améliorer les installations de notre parc. Les fermetures du chalet ainsi que la piscine ont été un défi pour les familles au cours des derniers mois et favorisent par le fait même l'esprit communautaire de notre quartier, entraide et partage entre résidents. Ce bac à jouets serait une alternative intéressante, permet une autogestion par les résidents et s'avère moins coûteux qu'une ludothèque et prône la réutilisation. Je peux prendre la question, Monsieur le maire. Maëva aurait pu répondre à ma collègue là, puisqu'elle est en charge du dossier des loisirs à l'arrondissement, mais en fait, vous avez raison, c'est formidable, la ludothèque. On apprécie beaucoup cet équipement-là pour toutes les raisons que vous avez énoncées. C'est quand même coûteux. Il faut acheter le container, l'aménager, il faut engager quelqu'un pour l'animer l'été. C'est pour cette raison-là qu'on n'a pas pu en mettre dans chaque parc. On a testé, on a fait les deux premières. L'autre, elle est dans un parc, le parc de Bullion, je pense, qui est plus vers le sud-ouest de l'arrondissement. Alors, si on voulait être équitable et qu'on décidait je suis vraiment très, très honnête avec vous, si on voulait être équitable, donc, puis qu'on décidait d'investir puis d'avoir une troisième ludothèque, peut-être qu'on la mettrait du côté du Myland, plus du nord-ouest de l'arrondissement, où là, il n'y en a pas. Et que celle du parc des Compagnons de Saint-Laurent, elle est quand même, somme toute, pas si loin du parc Baldwin. On sait qu'on est très chanceux. Du côté de Dolormier, on a quand même beaucoup de beaux parcs dans notre coin, puis c'est pas comme ça partout. Donc, on est obligé de jongler avec cet enjeu-là qui est important d'équité entre les différents territoires, les différents quartiers de l'arrondissement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas un jour décider avec des surplus, par exemple, d'ajouter plusieurs de nouvelles ludothèques dans nos parcs pour toutes les bonnes raisons que vous avez évoquées. En ce qui a trait à avoir des gros bacs dans les parcs, là, dans les aires de jeu, ça se fait. C'est pas très coûteux. On en a déjà au moins 2 dans l'arrondissement. Par contre, on est en collaboration avec des espèces de comités de voisins là, qui sont plus ou moins officialisés, avec qui on peut être en contact avec des personnes ressources pour s'assurer que les jouets sont
sont ramassés, qui ne restent pas épars un peu partout dans le parc. Donc, je vous invite vraiment à me contacter pour ça, à vous organiser entre vous pour faire la demande officielle, puis vous dire voici quel groupe on est, voici qui est là, assurer qu'il y a une relève aussi, parce qu'éventuellement les enfants grandissent, mais ça, c'est très possible. Puis je souligne quand même que c'est 3 mamans qui nous ont écrit, hein, parce que c'est souvent les mamans qui vont au parc avec les enfants, c'est encore comme ça. Mais je salue votre engagement dans votre quartier pour le bien-être de vos enfants puis de vos concitoyens. C'est formidable. Merci. Prochaine question de Mme Nathalie Dupré. L'hôtel Parc Avenue a été acheté par qui? Aucune des familles qui habitent tout près n'est au courant, pas plus que les promoteurs immobiliers. Il y a plusieurs craintes et questions. Il y aurait une rumeur concernant la conversion par la mission Old Brewery. Nous voulons être correctement consultés et entendus afin de vivre en harmonie. Vos boîtes vocales sont continuellement pleines et les élus ne sont pas présents dans les bureaux de la rue Laurier. Alors, il est difficile de comprendre la situation. Alors, Monsieur le maire, je vais prendre la question de Mme Dupré. Madame Dupré, merci beaucoup pour votre question. On est désolé là, si vous nous avez contacté et on n'a pas pu retourner votre message. Effectivement, l'hôtel en question a été racheté par Old Brewery Mission avec un changement d'usage en maison de chambre plutôt qu'un hôtel. On sait qu'il y avait eu déjà quelques problèmes avec cet hôtel-là dans le passé. Bon, sans parler des problèmes, spécifiquement des problèmes qu'il y a eu, mais il y en aurait eu. Donc, on a, dans le cas de cet hôtel-là et le nouveau propriétaire, ils sont de plein droit. Il n'y a pas de dérogation comme telle. Donc, c'est un achat comme ça se fait dans le privé, mais là, cette fois-ci, c'est un organisme communautaire qui la jette pour un usage communautaire, donc pour une maison de chambre. On sait comment c'est important, les maisons de chambre. On a vu disparaître dans le domaine privé et certaines aussi dans le domaine public. Ce qui met, c'est le dernier rang. On dit souvent une maison de chambre, c'est le dernier rempart à l'itinérance. Quand il n'y a plus de maison de chambre, les itinérants, ils sont dans la rue parce que c'est des populations souvent qui sont plus à risque d'itinérance. On va voir, on a discuté avec Mission Old Brewery. Ils vont faire une communication avec le voisinage pour bien spécifier quelle clientèle qu'il va y avoir, comment ça va se passer, c'est quel service qu'il va y avoir aussi auprès de ces nouveaux résidents-là. Et on leur souhaite bonne chance, évidemment, là, par rapport à ça. Pour ce qui est de l'arrondissement, il y a des demandes de permis qui sont faites en bonne et due forme. Et comme je disais, c'est de plein droit, donc il n'y a pas de transformation qui nécessite une demande de dérogation comme telle. Et donc, voilà pour les nouvelles qu'on a jusqu'à maintenant par rapport à ça. Et le financement est bien du fédéral, ils n'ont pas donc un programme spécifique au niveau gouvernement canadien pour les populations à risque d'itinérance. Merci beaucoup. Les 2 prochaines questions portent sur le même sujet et proviennent de Mesdames Pauline Poison et Sonia Mueller. Étant nouvellement résidente du quartier, je suis très choquée du manque de propreté. Déchets, poubelles mises en dehors des jours de collecte, poubelles non ramassées après les collectes. Je suis très interpellée car je constate que ce n'est pas uniquement dans ma rue, mais dans tout le quartier. Moufettes et écureuils se font plaisir et les déchets se retrouvent sur la voie publique au vent et polluant l'arrondissement. Avez-vous prévu une brigade verte? Avez-vous prévu de la communication, des activités de sensibilisation? Il est temps de s'engager plus profondément dans l'écologie en commençant par des gestes simples garantissant le bien-être des habitants et le bon vivre du quartier. L'un des grands problèmes du plateau, ce sont les ordures qui traînent partout. Cela est dû aux sacs en plastique qui ne sont pas correctement fermés ou qui se déchirent. Envisageriez-vous d'introduire des poubelles qu'on peut fermer pour les ménages qui doivent être payés en fonction du volume? Ce qui ne serait pas dans une poubelle ne serait pas ramassé. Cela encouragerait les gens à produire moins d'ordures et rendrait nos rues plus propres et plus esthétiques. Le ramassage des ordures serait également plus rapide et plus efficace car les collecteurs d'ordures n'auraient pas à ramasser des sacs séparés.
beaucoup de mes voisins à qui j'ai parlé seraient favorables à cette solution. Oui, je vais prendre les deux questions. Donc, merci, mesdames, pour les... Bien sûr, la propreté, c'est un enjeu de tous les jours. C'est un enjeu qui affecte directement la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. C'est un enjeu qui est prioritaire pour nous. On a une équipe, hein, c'est pas seulement une brigade verte, là, on a une équipe d'inspecteurs qui sillonnent les rues de l'arrondissement, qui font de la sensibilisation, mais qui émettent aussi des constats lorsqu'il y a des sacs de poubelle qui sont émis la mauvaise journée. Évidemment, il faut être en mesure de le prouver, mais on le fait, là. Donc, on a des équipes qui font ça. On a identifié une quarantaine d'endroits plus problématiques dans l'arrondissement qu'on suit avec plus de vigilance. On a des campagnes propreté qui sont effectuées là, sur l'ensemble de la ville là, pour appeler au civisme des gens, parce qu'évidemment, il y a une grande partie de tout ça qui est si chacun fait sa part, ça va bien aller. Mais de toute évidence, ce n'est pas toujours le cas et c'est ce que vous soulignez. Et c'est ce qui nous oblige à faire beaucoup d'interventions de sensibilisation. Quand il y a des déchets qui sont mis au mauvais endroit et que nos inspecteurs passent, on va laisser des affiches pour rappeler aux gens de ne pas déposer leurs déchets n'importe où, n'importe quand. Donc, ça se fait déjà. En plus, on a même une entente avec une entreprise d'insertion sociale là, qui est une brigade propreté et sur les rues commerciales et sur certaines rues résidentielles qui complète le travail là, effectué par nos cols bleus, par nos inspecteurs. Donc, on met beaucoup d'énergie, là, beaucoup de ressources pour assurer la propreté dans le plateau. Et évidemment, on appelle aussi les citoyens et les citoyennes à respecter les heures d'ouverture et à ramasser leurs poubelles quand elles sont vides. Dans certaines situations, on a installé des grands bacs de poubelles là, sur des coins de rue où les gens peuvent aller déposer leurs poubelles dans ces endroits-là, des poubelles fermées. Mais évidemment, des grands bacs roulants, on ne peut pas mettre ça tout le long des rues. Il y a certains endroits où c'est approprié, mais dans un quartier dense comme le plateau, il faut que chacun s'occupe de ses poubelles, qu'il les dépose la bonne journée et qu'il les ramasse. Et nous, ben, on essaie là, entre les collectes là, de s'assurer que l'arrondissement reste le plus propre possible. Pour la question de l'éco-fiscalité, c'est quelque chose qui a été étudié là, dans le cadre du plan de gestion des matières résiduelles de la ville. Donc, ce n'est vraiment pas l'arrondissement qui peut se mettre à implanter un système de tarification au poids. Et c'est quelque chose qui est une mesure à plus long terme, mais pour l'instant, ce n'est pas la situation pour l'instant. Merci. La prochaine question provient de M. Richard Faneuf. Reconnaissez-vous que les gangs de rue se sont établis dans le quartier Milton Park et même dans les logements sociaux de Milton Park, notamment dans le domaine de la drogue et de la prostitution? Si oui, quelles sont vos stratégies pour supprimer ce danger et quelles stratégies préventives sont envisagées? Oui, je vais prendre la question. Ah, sauf si vous voulez la prendre, monsieur le maire. Oui, donc, monsieur Faneuf, effectivement, nous avons parlé de ce sujet la semaine passée et je me suis également entretenue de ça avec une de vos voisines. De là à dire qu'il y a des gangs de rue, je ne mettrai pas ce mot-là sur la situation. Par contre, donc, c'est ça, vous m'avez fait part d'une situation dans laquelle la police est intervenue. En tout cas, des arrestations ont eu lieu proche de chez vous. Et je vais rappeler ce que j'ai dit tantôt, que l'inspecteur Harrison Gaudreau, donc l'inspecteur du poste de police 38, notre poste de quartier, est à l'écoute en direct ce soir du conseil d'arrondissement. Donc, c'est important que ce soit le SPVM qui soit mis au courant des faits que vous avez soulevés. Et je vous inviterai à continuer à communiquer avec lui. Et donc, pour ce qui est l'autre aspect, et je veux aussi vous dire que je me suis entretenue avec l'inspecteur et Lynn Olivier, la directrice des services de développement social, de ce sujet, il y a à peu près 2 semaines. Et M. Rabouin avait aussi rappelé lors d'une séance d'information publique dans le secteur Milton Park du fait que la police est appelée à être plus vigilante
sur les enjeux de trafic de stupéfiants. Et je vais vous dire aussi que j'ai soulevé cette préoccupation lors de la rencontre mensuelle avec le SUS pour m'assurer que des services de désintoxication étaient disponibles pour les personnes qui consomment des stupéfiants. Donc, c'est ça, vous dire que effectivement, le poste de police de quartier et le SUS sont au courant de l'enjeu, que par contre, je nommerai pas le phénomène des gangs de rue, je ne mettrai pas forcément ce mot-là, mais on est au courant. Juste en complément, si vous permettez, comme je l'ai dit là, en introduction, dans mon mot d'introduction, il y a une nouvelle cellule de crise qui a été créée. Il y a déjà eu 2 rencontres. La deuxième était aujourd'hui, à laquelle participent et le poste de quartier et le SPVM central. Donc, on reconnaît là, qu'il y a vraiment un enjeu de sécurité publique dans le quartier Milton Park. Donc, c'est important que vous le sachiez, là. Donc, au plus haut niveau, au SPVM, ce sont des sujets qui sont discutés dans la cellule de crise, autant la sécurité publique que la santé publique. Donc, on a un enjeu d'offrir des services de santé et des services sociaux qui sont adaptés pour la population autochtone en situation d'itinérance dans le quartier Milton Park. Et ces 2 grands enjeux-là sont discutés au sein de la cellule de crise. Les 2 prochaines questions portent sur le même sujet. La première de M. Grégory Clément et l'autre de Mme Rosalba Basel. Le 28 septembre 2021 est annoncé aux parents la relocalisation de l'école primaire Laurier pendant 2 ans, au 73-78 La Jeunesse. Si rénover l'école est louable, après 2 ans de COVID, la logistique de déplacement de près de 500 enfants causera fatigue et frustration puisque l'école trouvée est éloignée. L'architecte de la CSDM a dit que les travaux sont non urgents. Aussi, le conseil municipal peut-il imposer un moratoire à la CSDM, afin de trouver une solution qui permettra de trouver un local ou des locaux, si on scinde les groupes, qui permettent de maintenir une qualité de vie pour les enfants et leurs parents. Êtes-vous en train d'envisager la manière de garder l'école de quartier Laurier sur le plateau plutôt que de considérer la délocalisation complète ailleurs pour les 2 prochaines années? Oui, donc merci pour ces 2 questions. Vous savez, on a appris l'information sur la relocalisation et les travaux de l'école Laurier, nous, les élus du plateau, parce qu'on a des collègues élus dont les enfants vont à l'école Laurier. Nous, on ne le savait même pas. On n'a pas du tout été informés de la situation. Et si je peux faire le parallèle, parce qu'auparavant, on avait une structure qui était la commission scolaire où il y avait des commissaires, des élus locaux avec qui on était en lien constamment et qui nous donnaient un canal de communication, là, et on savait en amont les enjeux et les projets de développement. Quand il y a eu le déplacement, les travaux qui sont prévus à l'école FACE ont été planifiés sur une longue période. Ça nous a permis de trouver des solutions puis d'éventuellement faire les travaux. Dans la situation actuelle, nous, on est comme vous, donc on l'apprend. Et dès qu'on l'a appris, on a mandaté nos équipes de l'arrondissement pour contacter le centre de services scolaires de Montréal pour essayer d'avoir plus d'infos et leur offrir notre accompagnement. Donc, s'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire pour aider à planifier, à relocaliser, on rend nos équipes disponibles pour collaborer parce qu'on le sait très bien que ça va bouleverser la vie des enfants et des parents. De toute façon, ça bouleverserait la vie d'avoir à changer d'école, d'avoir à avoir des travaux, etc. Mais en plus d'avoir à changer de quartier, c'est toute l'organisation de la vie familiale qui est changée. On ne peut plus amener nos enfants à pied le matin ou à vélo parce que là, c'est complètement autre chose. Donc, on est bien conscient de la situation. On vient tout juste de l'apprendre et de manière proactive, là, on offre toute notre collaboration au centre de services scolaires et je vous invite à rester en contact avec nous là, pour qu'on soit capable de suivre de près ce qui se passe. Mais c'est important que vous sachiez aussi que nous, l'arrondissement ou la ville, on a
aucun pouvoir sur les décisions du centre de service scolaire. Tout ce qu'on peut leur offrir, c'est toute notre collaboration, les sensibiliser à la situation, puis si éventuellement on peut aider à ce que ça se passe le mieux possible, on va le faire. Mais c'est vraiment une décision qui leur appartient. Ils sont complètement autonomes de nous là, dans cette situation-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut compléter. Vous avez vraiment bien fait le tour, là, Monsieur le maire. J'étais présente là, lors de ce conseil spécial extraordinaire de l'École Laurier et j'avoue là, qu'on a senti vraiment du côté des parents et je comprends, là, comme vous l'avez mentionné, à quel point ça peut être déstabilisant, ce genre de nouvelles-là. La seule question, étant donné qu'on a reçu beaucoup de courriels et à votre bureau et ma collègue Joséphina en a reçu également, je crois que Maëva en a reçu et moi aussi, j'en ai reçu beaucoup. Est-ce que vous avez eu, peut-être ce serait intéressant d'avoir l'opinion du conseil d'établissement de l'École Laurier pour voir où il se situe par rapport à ça. Et comme vous l'avez mentionné, Monsieur le maire, là, nous, on ouvre les canaux de communication pour essayer d'être des facilitateurs là-dedans. Si on peut vous accompagner de quelque façon que ce soit, là, nous sommes là, nous sommes présents. Voilà. La prochaine question provient de Mme André Vizina. Pourquoi Ramadas a-t-il réouvert? The smokestack for this massive high-volume chicken cooking factory is at a rate that easily spreads these carcinogens into people's homes, terraces, and across the entire neighborhood. We get awful chicken grease, odor, and heavy smoke right into our condo on the 4th floor. Not only was Ramadas allowed to reopen under new ownership in clear violation of the law, after a blissful summer of clean air in the neighborhood, we are now once again being exposed to a deadly mix of carcinogens. Wasn't there the law against it? And why is not applied to this restaurant? We literally cannot open our windows for most of the day. Merci de répondre à ma question. Alors, Monsieur le maire, avec votre permission, je vais répondre à la question. Il est vrai que nous avons, au Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal, adopté en 2019 un nouveau règlement interdisant l'ouverture de nouveaux établissements qui utilisent des nouveaux établissements commerciaux qui utilisent le cuisson au bois et au charbon de bois. Cependant, le règlement prévoit un droit acquis pour les établissements existants. Dans le cas de Ramados, si le restaurant a bien fermé ses portes en raison de la pandémie un peu plus tôt, en mars 2020, la vraie fermeture officielle de l'établissement a eu lieu en juin 2021. Pour des raisons juridiques, nous ne pouvons pas tenir compte d'une fermeture d'un établissement qui est fermé à cause de la pandémie pour ce qui concerne la conservation des droits acquis. Alors, si un établissement est fermé pendant 1 an ou plus, l'établissement perd ses droits acquis. Dans ce cas-ci, étant donné que la fermeture du restaurant a eu lieu en juin 2021, le lieu conserve ses droits acquis. Des vérifications ont été effectuées. Vous n'êtes pas la première personne à me poser cette question. Et l'établissement a bien le droit d'opérer en toute légalité. Cela étant dit, nous sommes effectivement préoccupés par les impacts sur la santé publique et sur la qualité de l'air des opérations des restaurants qui utilisent le charbon de bois et le bois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons adopté le règlement interdisant de nouveaux types d'établissements de ce genre-là. Pour le moment, il y a une réglementation sur la qualité de l'air qui s'applique et les obligations en vertu de ce règlement doivent être respectées par l'établissement. Alors, merci beaucoup pour votre question. Les 2 prochaines questions portent sur le même sujet, proviennent de Mme Maryse Rivard et M. Pierre Macduff. Depuis 2016, 25 résidents de la Rubéry se sont présentés à 2 séances du Conseil afin d'obtenir l'accès à la ruelle située entre les Rubéry et Châteaubriand.
Elle est obstruée au nord par une porte cochère cadenassée et au sud par une terrasse construite illégalement. Les propriétaires fautifs rendent impossible l'évacuation d'urgence et empêchent la réfection des immeubles adjacents. Le maire a réalisé une médiation en 2017 et assuré son soutien aux citoyens qui entreprendraient des démarches juridiques ou civiles. Malgré les nombreuses plaintes, le dossier a été fermé sans préavis en juillet 2021. Devant l'urgence de travaux de maçonnerie à réaliser, la brique qui s'effrite, sur 2 immeubles et l'absurdité de la situation, monter les matériaux sur le toit de l'immeuble pour les descendre par l'arrière, nous demandons la réouverture du dossier. Vont-nous toujours compter les élus pour nous soutenir dans nos démarches juridiques? Et l'autre question, depuis l'occupation illégale en 2016 par les propriétaires de la rue Chateaubriand d'un espace sur le lot mitoyen sur avec la rue Berry, les résidents d'une trentaine de logements sont dans l'incapacité d'entreprendre des travaux à l'arrière de leur maison ou d'évacuer en toute sécurité en cas d'incendie, la largeur de la ruelle étant dorénavant réduite à 43 pouces, là où a été érigée une terrasse. Que peuvent faire les services municipaux et les élus de l'arrondissement pour venir en soutien aux démarches entreprises au cours des dernières années, sans succès probant ni solution pérenne pour les citoyens? Et des documents sont déposés au soutien de cette deuxième question. Oui, je vais prendre la question. Effectivement, je me souviens de votre venue au Conseil il y a quelques années et de la réponse du maire. Donc, pour nous, c'est sûr que la situation a fait l'objet de nombreuses vérifications par l'arrondissement et par le service de sécurité incendie de la ville de Montréal, mais nos pouvoirs demeurent inchangés par rapport à cette situation, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un terrain privé. Et vu que c'est un terrain privé, c'est un litige privé, parce que le lot commun que vous mentionnez est du domaine privé. Donc, par rapport à ça, on vous encourage, comme on l'a fait lors du précédent conseil d'arrondissement où vous êtes intervenu, à entamer une procédure civile et contre la personne qui ne devrait pas, dans le fond, occuper le domaine privé. Donc, ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'entamer une procédure civile et, le cas échéant, de nous contacter et on pourrait voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que nous, de notre côté, on peut faire une fois que vous aurez déposé un dossier pour une procédure civile. La prochaine question appartient à M. Louis Sénécal. Étant donné que Industrie Canada réglemente la prise de décision lors de l'installation des antennes, en particulier consulter et tenir compte des opinions des résidents, il n'y a pas lieu de consultation sur les 13 antennes du 3870. La Ville de Montréal estime que le 5G nécessitera environ 50 000 antennes. L'arrondissement s'est doté des règlements 01-277 et 2005-18 et du CCU. Dossier 21-517 vide et le CA n'a pas donné suite à la question posée par Mme Monica Viana. Je vous demande combien de temps se donne le conseil d'arrondissement pour stopper ce sabotage systématique de l'environnement visuel et architectural et entendre dans les plus brefs délais les points de vue des citoyens lors d'une vraie consultation et surtout camoufler ces antennes à la vue des résidents avec des écrans affichant des œuvres d'art, etc. Oui, merci pour votre question. En fait, tout comme vous, là, vous savez, la ville de Montréal et particulièrement l'arrondissement du Plateau là, sont très préoccupés depuis des années par la prolifération des antennes. De 2010 à 2012, la ville a travaillé en collaboration avec Industrie Canada. Il y a même eu un travail avec l'Office de consultation publique pour modifier le plan d'urbanisme, pour nous assurer qu'on a une certaine cohérence dans la gestion des antennes sur le territoire. L'arrondissement, en 2015, a modifié son règlement d'urbanisme sur les plans d'implantation, d'intégration architecturale afin d'interdire l'installation d'antennes sur le domaine public et la construction de tours de télécommunications. On a adopté des dispositions aussi pour encadrer, limiter l'impact de l'installation des antennes, mais les entreprises
invoquent leurs droits. En fait, vous savez, il y a une juridiction fédérale sur cette question-là et elles réussissent à se soustraire de la mise en application de notre règlement d'urbanisme. Donc, pour l'instant, on est coincé avec cette situation-là où c'est vraiment Industrie Canada. Donc, je vous invite à faire des représentations auprès de votre député fédéral. C'est vraiment Industrie Canada là, qui a la possibilité de modifier les choses sur cette question-là. Donc, nous allons clore cette période de questions avec 3 questions qui portent sur le même sujet et qui proviennent de Michael Sévigny, Sandrine Van Dongen et Eman Mescaouni. Bonjour, peut-être avez-vous vu, il y a eu une marche de citoyens résidents et commerçants confondus samedi le 2 octobre dans Milton Park avec escorte policière et fermeture de rue. Bien que nous n'étions pas aussi nombreux que j'aurais souhaité, mettons ça sur le compte de la mauvaise météo et l'apathie, combiné à la peur d'être sur l'avenue du Parc, nous n'étions néanmoins dans la rue pour dire haut et fort qu'on en a avant le pompon. Et ça fait les manchettes dans les quotidiens montréalais. Alors, où en sommes-nous? S'il vous plaît, pas de rhétorique, de cohabitation, on ne veut plus entendre celle-là. On jase criminalité, vente de drogue, insalubrité, insécurité. On ne jase pas pensionnat, etc. On veut des changements concrets et maintenant. Vous avez certainement entendu parler par les médias, Le Devoir, la presse et TVA Nouvelles de notre marche citoyenne dans Milton Park pour thème revitalisation Milton Park. Certaines pancartes demandaient plus de services ou de services aux sans-abri, une autre plus d'aide aux Autochtones, encore une autre de la dignité pour tous. Pouvons-nous compter sur vous lors de notre prochaine marche? Et la dernière question sur ce sujet, pouvez-vous faire le point sur la recherche de solutions à long terme concernant la crise aiguë qui sévit dans le quartier Milton Park? M. Norris me parle d'une lettre envoyée au gouvernement du Québec par Mme Plante. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous pourriez la rendre publique? M. Rabouin nous parlait il y a plusieurs mois d'une rencontre demandée en juin avec les autorités provinciales et fédérales. Qu'est-ce que ça a donné? Le financement accordé uniquement à la médiation sociale ne règle rien parce que ce n'est pas un conflit de voisinage qui sévit actuellement dans le quartier. C'est plutôt une crise humanitaire unique à Montréal qui nécessite des mesures spécifiques. Milton Park est culturellement adapté aux communautés inuites. Notre quartier est marqué par des valeurs profondes de solidarité et la misère extrême des itinérants du quartier Milton Park nous indigne tous et nécessite des actions concrètes avec des moyens conséquents. Oui, merci pour toutes ces questions et je peux vous dire que la misère des personnes itinérantes du quartier Milton Park nous indigne tout autant que vous et nous appelons depuis déjà plusieurs mois, nous aussi, à obtenir de l'aide, de l'engagement de tous les acteurs, de tous les paliers de gouvernement pour qu'on travaille ensemble à trouver des solutions à court, moyen et long terme. Donc, je pense que la mobilisation au cours des derniers mois des citoyens et des citoyennes, la marche est un exemple, mais je pense que les gens sont mobilisés depuis plusieurs mois. La mobilisation des élus locaux qui interpellent, qui sollicitent, qui demandent de l'aide, moi, pendant la campagne fédérale, j'ai rencontré tous les candidats, j'ai parlé à M. Guilbeault avant la campagne, pendant la campagne. La mairesse a écrit, comme un des intervenants l'a souligné, a écrit au gouvernement du Québec. Nous avions écrit aussi. Donc, notre travail, chacun à sa manière, a réussi à faire bouger les choses. Et c'est pour ça que dans mon mot d'introduction, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le réécouter parce qu'il va présenter plus largement. Je ne vais pas le refaire ici. Mais on a enfin une cellule de crise avec des membres de la direction, donc des gens qui peuvent prendre des décisions de tous les organismes concernés qui interviennent, incluant le réseau de la santé qui joue un rôle actif dans la recherche de solutions. Tous les intervenants, toutes les organisations reconnaissent que l'enjeu dépasse l'enjeu de cohabitation sociale et c'est un enjeu de santé publique et c'est un enjeu de sécurité publique. Donc, c'est un pas
très important. Tout le monde reconnaît qu'il faut avoir des solutions à court, moyen et long terme. Tout le monde reconnaît que la situation, elle est intenable, puis il faut que ça bouge rapidement. Et il y a déjà eu 2 rencontres, comme je l'ai dit dans mon mot d'introduction, et on s'attend à avoir un plan d'action d'ici la fin d'octobre avec des propositions d'action à court terme, à moyen terme, à long terme, qui touchent à la fois la prévention de l'itinérance, à la fois une offre de santé et de services sociaux pour la population, à la fois des offres d'hébergement 24/7 à moyen et des offres de logement à plus long terme. Donc, les choses bougent. Et tout le monde est ensemble et il ne faut pas qu'on lâche parce qu'on sait qu'on a des résultats. C'est important qu'on continue de demeurer mobilisé pour la population autochtone en situation d'itinérance qui a besoin d'aide et de services, autant pour les citoyens, les citoyennes, les commerçants qui ont besoin de se sentir en sécurité dans leur quartier et de retrouver une certaine quiétude et une qualité de vie. Donc, on est tous mobilisés pour la même chose et on avance. Merci. Alors, merci, M. le maire. Ça nous amène donc à poursuivre l'ordre du jour à l'article 10.05, période des questions des membres du Conseil. L'article 20.01, acceptation d'une aide financière de 400 000 $ dans le cadre du programme d'implantation des rues piétonnes et partagées. Oui, donc je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 20.02, acceptation d'une aide financière de 250 000 $, toutes taxes incluses, destinée aux équipements de jeux pour enfants dans le parc des Compagnons Saint-Laure. Oui, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 20.03, octroi de contribution financière totalisant la somme de 1 250 $, taxes incluses, aux organismes désignés au sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux. Je propose, appuyé par Josefina Blanco, la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 30.01, dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 août 2021. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.01, ordonnance relative à la programmation d'événements publics. Je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.02, ordonnance établissant la mise à sens unique vers le nord de la rue Saint-Dominique entre la rue Sherbrooke-Est et l'avenue des Pins pour toute la durée du chantier sur cette dernière avenue. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.03, ordonnance modifiant les heures de stationnement interdites, excepté pour autobus scolaires, sur la rue Saint-Hubert, au nord de la rue Charrier, côté est. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.04, adoption du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin d'autoriser les catégories d'usage E4 ou I2 pour certaines propriétés du secteur situé du côté ouest de la rue Saint-Urbain, au nord de la rue Prince-Arthur-Ouest, d'ajouter l'usage musée dans la catégorie E4, ainsi que pour préciser la possibilité d'agrandir une construction dérogatoire. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.05, adoption du second projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin de revoir les exigences relatives à certains usages dans les immeubles de la zone 0729. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter le second projet de règlement tel que déposé. Adopté. L'article 40.06, adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'aménagement d'une mezzanine au toit du bâtiment situé au 3697 avenue de Laval. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. L'article 40.07, adoption du second projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble,
afin d'autoriser la démolition de 2 bâtiments et la construction d'un musée sur les lots 2003090 à 097. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4008, adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction de modifications d'immeubles afin d'autoriser la requalification de la façade du bâtiment situé au 3455 rue du Rocher. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4009, adoption d'une résolution en vertu du règlement sur les dérogations mineures afin d'autoriser l'ajout d'un filet de protection au-dessus des clôtures de la cour de l'école Paul Bruchesi. Vu l'absence d'opposition à la dérogation mineure, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4010, adoption d'une résolution en vertu du règlement sur les dérogations mineures afin d'autoriser le rehaussement de la clôture sur la limite latérale sud-est du bâtiment situé au 4245 rue Berry. Vu l'absence d'opposition à la dérogation mineure, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4011, approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de construction d'un bâtiment mixte de 4 étages avec mezzanine et 33 logements situé au 3760 rue Saint-Denis. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 5101, autorisation au directeur d'arrondissement du plateau Mont-Royal à déposer pour les projets qui relèvent de la compétence du conseil d'arrondissement les demandes en vue d'obtenir les autorisations et les approbations nécessaires en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 6101, dépôt des comptes rendus des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenues les 10 et 24 août et le 7 septembre 2021. Et le dernier article 7001, levée de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Richard Ryan, de lever la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 4 octobre 2021. Non! Merci, M. le maire. Merci à tous et à toutes. Et cette séance est maintenant terminée. Merci.